Bonjour, bonjour, c'est Isalise. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment accompagner scolairement un enfant qui souffre de TDA, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout d'abord, petite présentation rapide. Donc, je suis spécialisée auprès des enfants à profil particulier, spécialiste de l'instruction en famille, créatrice du monde de May et Noé, et donc j'utilise particulièrement la pédagogie de projet. Concernant le TDA, alors en fait, pour cette petite présentation, j'ai choisi de partir des critères de diagnostic du TDA H, ou sans H, nous en reparlerons, et des particularités pour savoir un petit peu comment s'adapter, comment on peut s'adapter à chaque difficulté. Alors, première difficulté, premier grand domaine, c'est l'inattention. Il faut au moins 6 critères sur 9 pour valider le critère d'inattention. Alors, tout d'abord, l'enfant parvient difficilement à prêter attention aux détails, il fait des faux détours de règles, c'est très fréquent. Pour réagir face à ça, on va surligner par exemple les mots-clés, les mettre en valeur pour que l'enfant les repère mieux, donner des consignes précises. Plus les consignes ont de mots à rallonge, plus c'est compliqué pour l'enfant de se repérer dedans et il va décrocher en fait. Et puis, créer des mémos avec des notions essentielles, quitte à les mettre à portée de main tant que c'est vraiment très compliqué. Il y a aussi un certain nombre d'outils de repérage que vous pouvez retrouver sur notre site L'Envie d'apprendre. Certains sont gratuits pour vraiment aider l'enfant à se repérer, puisqu'il peut y avoir en plus des difficultés associées, mais ça serait l'objet d'un autre message. Deuxième critère, il a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Donc dans ce cas-là, solution, ce sont alterner les activités. On alterne les activités de découverte et puis les activités aussi où il va y avoir de la création et de la mise en action. Par exemple, nous dans nos kits, on propose des dessins, des bricolages, des manipulations, des jeux, de manière à ce que les approches soient différentes. Et puis, la difficulté, c'est aussi la mémorisation, parce que quand on n'arrive pas à prêter son attention, on se souvient difficilement. Le fait de faire un lien entre les différentes activités, comme on le fait avec la pédagogie de projet, va permettre de renforcer les canaux mémoriels. Le fait de refaire des choses différentes sur un même thème, en fait, va permettre de pouvoir mieux se souvenir et de maintenir l'attention. L'enfant qui est en difficulté d'attention a aussi besoin de pauses fréquentes. Alors certains vont par exemple faire une vingtaine de minutes et puis 5 minutes de pause. C'est une possibilité, mais ça dépend vraiment de l'enfant et du moment en fait. Parce que lorsque l'enfant est pris dans sa passion, qu'il est en pleine exploration, il ne faut surtout pas le couper dans son élan, il faut le laisser aller explorer autant qu'il peut. Parce que même un enfant qui souffre de TDA a des plages où il va être très très concentré quand il va être vraiment dans son élément. Troisième particularité, il semble ne pas écouter quand on lui parle personnellement. De quelle façon est-ce qu'on peut lutter contre ça? Eh bien, on va le rendre acteur, tout simplement. Et la pédagogie de projet, qui met en action, qui engage l'enfant à s'impliquer dans ce qu'il fait, va faciliter ça. Sinon, il faudra trouver des façons de le rendre au maximum acteur de ses apprentissages, de manière à ce qu'il reste le plus attentif possible. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de mauvaise volonté. Évidemment, il peut y avoir de la mauvaise volonté aussi, ça s'ajoute, ou d'autres enfants ont simplement un problème de mauvaise volonté parce que ça ne leur plaît pas. Voilà, c'est aussi une possibilité. Mais justement, donc, on va chercher à l'impliquer. Plus on sera impliqué, il ne sera plus question de mauvaise volonté quand on s'implique. Souvent, il ne se conforme pas aux consignes et il ne parvient pas à mener à terme ses devoirs, par exemple. Ça, c'est encore une particularité. Donc là, c'est important de lui laisser une marge de liberté. Parce que la difficulté de suivre les consignes, c'est une difficulté de concentration, mais ça peut être aussi une difficulté de motivation. Si on lui laisse une marge de liberté pour qu'il puisse choisir à quel moment il peut faire telle ou telle activité, ça va être un gros plus puisqu'il va pouvoir s'impliquer davantage. Et puis, il y a aussi, pour nous, la pédagogie de projet telle qu'on l'a conçue, donc les kits sont extrêmement riches et le fait d'avoir des kits extrêmement riches permet aux enfants de choisir ce qu'ils vont pouvoir faire et de délaisser certaines activités. Et puis, on fait aussi un lien, là encore, le mieux c'est de faire des liens entre les apprentissages pour pouvoir se conformer plus facilement aux consignes. Autre particularité dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est important d'avoir des consignes claires. Il n'y a rien de pire qu'une consigne qui égare l'enfant et pour le coup, forcément, il ne va pas la suivre. Non pas parce qu'il n'aura pas voulu la suivre, mais parce qu'il n'aura pas compris la consigne. D'autre part, on a également la difficulté à organiser ses travaux ou ses activités. Dans ce cas-là, l'enfant a besoin de cadre, il a besoin de routine. Donc,
On va proposer un emploi du temps sur lequel il va pouvoir se repérer, un lieu où il va pouvoir aller travailler lorsqu'il en a besoin. Et puis, on peut aussi faire un guidage. Donc, nous, c'est ce qu'on a intitulé dans certains kits mission, où l'enfant sait précisément ce qu'il a à faire, ou dans d'autres où on a une présentation à la semaine et on sait qu'on a toute la semaine pour faire les activités qui sont dedans. Alors, parfois, on peut mettre plus ou moins de temps, tout dépend des profils, mais on sait que tout est lié dans ce pack-là. Donc ça, c'est des contrats à définir avec l'enfant. Mais le fait d'avoir un cadre précis va aider à s'organiser. Sixième critère qui peut donc s'ajouter aux autres ou en compenser un autre, l'enfant peut éviter ou faire à contre-cœur des tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Dans ce cas-là, il a besoin de se faire plaisir régulièrement. Il a besoin de prendre plaisir à ce qu'il fait pour pouvoir s'impliquer. L'alternance de culture et d'activités créatives ou d'activités manuelles va également être importante puisqu'il va pouvoir avoir des approches différentes, ce qui va éviter qu'il se retrouve simplement face à des tâches monotones. Donc là, vraiment, ce qui peut être bien aussi, c'est d'alterner ces tâches déplaisantes, qui sont pour lui déplaisantes, et ces tâches qui sont vraiment un bonheur pour lui, en lui disant, voilà, si tu finis ça à tel moment, bah regarde, tu vas pouvoir faire telle autre activité. L'inconvénient aussi des tâches déplaisantes, c'est que l'enfant a régulièrement, quand il est TDA, un niveau hétérogène dans les différentes matières. Donc là aussi, ça peut être important qu'il puisse aller plus vite, là où il est plus à l'aise en fait, ou de pouvoir faire plus de bricolage aussi, si c'est ça aussi il a besoin. Mais c'est important de mettre en valeur ses points forts. Donc nous, pour le niveau hétérogène, quand c'est dans des matières, eh bien, on a un système de kit par cycle où on a 3 niveaux en fait dans chaque cycle, ce qui permet à l'enfant de faire d'avancer à son rythme en fait, de pouvoir suivre un niveau CP, CE1 ou CE2 en fonction de la difficulté qu'il a ou de l'avancée qu'il a. Et il y a également en septième critère le fait de perdre régulièrement ses objets nécessaires à son travail ou ses activités. Donc là, l'avantage des kits pour le coup, c'est d'avoir un même support pour toutes les matières en fait. Bon, il y a des modules en plus, mais on a déjà un tronc essentiel avec nos kits. Et puis pour le coup, donc ce qui peut être important d'être fait s'il n'y a pas ce système de kit, c'est aussi d'avoir des repères, des choses comme des petits casiers à 2 couleurs, où on sait par exemple que dans le casier jaune, on a les mathématiques. Tous nos supports de mathématiques, on va les mettre dedans. Dans le casier orange, on a tous les supports de français et donc tout va dedans. Et chaque petit livre, chaque petit cahier a la même gommette de même couleur, ce qui permet à chacun de savoir, voilà, et de prendre l'habitude. Bon, tu as terminé, maintenant, pouf, dans le casier orange, pouf, dans le casier jaune, etc. Ces petits repères-là vont aider à s'organiser. 8e critère, l'enfant TDA se laisse souvent distraire par des stimuli externes. Oh, il y a une mouche qui passe, puis il y a un oiseau qui passe. Oups, j'ai telle idée. Oups, voilà, il y a ça. Oh, il y a un tel qui est en train de parler. Donc, c'est très compliqué pour lui de rester concentré. Donc, pour éviter ça, en fait, il va être aussi important de bien choisir les supports qu'on va lui proposer. Un support qui n'a aucune image, eh bien, en fait, son imagination va très vite divaguer parce que il n'y a rien à quoi s'accrocher. Et un support, au contraire, qui a trop d'images, va le sursolliciter et il va complètement décrocher aussi. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu. C'est ce qu'on s'efforce de faire dans le monde de Mayenoué pour qu'il y ait à la fois des images qui répondent et en même temps pas trop d'images. Et puis, il faut aussi, évidemment, essayer de créer une ambiance calme avec pas trop de sollicitations extérieures. Donc, 9e et dernier critère, donc, pour rappel, il en faut simplement au moins 6 sur 9. Donc, ce sont les oublis fréquents dans la vie quotidienne. Et là encore, ce qui peut faire la différence, c'est de créer des routines. Et puis d'avoir des petits repères, donc voilà, tel bac pour telle chose, etc. Passons maintenant à la partie hyperactivité et impulsivité. Comme pour la partie inattention, il faut au moins 6 symptômes sur 9 pour pouvoir parler d'hyperactivité et d'impulsivité. Donc, les 3 premiers critères qu'on peut rencontrer, c'est le fait de remuer souvent ses mains, ses pieds ou de se tortiller sur son siège. Le deuxième, c'est se lever lorsqu'on est censé être assis. Le troisième, c'est de courir fréquemment ou de grimper partout, mais dans des situations inappropriées. 4e critère, il est souvent difficile de rester tranquille lors des jeux ou des activités de loisirs. 5e, l'enfant est souvent sur la brèche, comme s'il était monté sur ressort. 6e, souvent, il parle trop. 7e critère, il peut laisser échapper des réponses aux questions qui n'ont pas encore été totalement posées,
ou alors il est difficile pour lui d'attendre son tour de parole. 8e, il est difficile tout simplement d'attendre son tour dans une queue ou par exemple pour un jeu ou quelque chose comme ça. Enfin, 9e critère, c'est le fait d'interrompre souvent les autres ou d'imposer sa présence, y compris lorsque on ne l'attend pas forcément ou lorsqu'on essaie de lui faire comprendre que à tel moment, voilà, ça serait bien qu'il ne soit pas présent pour X raisons. Face à ça, donc forcément, hein, il y a des besoins qui se cachent derrière ça. Donc, c'est le besoin notamment de bouger, le besoin de faire du sport. C'est de ces façons-là, ces solutions-là qui vont pouvoir répondre à tout ça. Le fait de faire des activités dynamiques, le fait de pouvoir manipuler, c'est absolument essentiel pour les enfants qui sont dans l'action de cette façon-là. Après, il n'y a pas que les enfants hyperactifs qui ont besoin de manipuler et de bouger, mais c'est encore plus vrai pour eux. Donc, on va faire en sorte qu'ils puissent bouger, manipuler. Enfin, par exemple, ça peut être aussi de leur proposer des objets. Donc, alors, moi, je parle d'objets de substitution parce que l'idéal, c'est vraiment de laisser l'enfant bouger librement, d'aller faire ses manipulations lorsqu'il en a besoin. Mais s'il est par exemple en classe, on peut lui proposer un hand spinner pour essayer de l'aider à canaliser son énergie. On peut mettre une chambre à air entre deux pieds de chaise pour essayer qu'il bouge un petit peu dessus, ou dans l'idéal, avoir un vélo pupitre. Voilà, toutes sortes de choses qui vont pouvoir compenser un temps, sachant que la décompensation va être ou encore plus dur pour lui parce que le besoin de bouger n'est pas toujours suffisamment satisfait. L'idéal, c'est de pouvoir se lever. Quand on est en instruction famille, ça c'est vraiment l'idéal où l'enfant se lève. Et très régulièrement, on voit des enfants comme ça qui sont hyperactifs et qui vont courir à toute vitesse autour de la table, par exemple. Alors en plus du TDAH, il peut y avoir aussi de l'anxiété, des hypersensorialités qui peuvent s'ajouter et d'autres troubles. Donc simplement, j'ai choisi de mettre l'accent sur l'anxiété et les hypersensorialités parce que ça peut encore plus augmenter ces difficultés d'attention, d'hyperactivité, etc. Donc il est absolument essentiel de le prendre en compte avec notamment un travail de régulation émotionnelle, des activités de relaxation, de méditation, des promenades dans la nature, toutes sortes d'activités qui vont aider à mieux gérer ses émotions et à pouvoir se poser. Et puis, il est important aussi de prendre en considération les hypersensorialités. Donc, pour le coup, c'est un petit bilan qui permet de voir un petit peu si c'est au niveau visuel, auditif, etc. Voilà, je ne vais pas insister davantage sur cette partie-là, parce que la vidéo est déjà assez longue tout de même. Et voilà, ça ferait l'objet en fait d'une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.